Bienvenue dans le média Le Grenier, le podcast qui donne la parole aux entreprises et aux entrepreneurs qui font l'immobilier au sens large. Peu importe le domaine, investissement locatif, promotion, crowdfunding, tokenisation, travaux, mon but est simple, c'est d'avoir une conversation pour connaître leur univers dans les moindres détails. Je m'appelle Mickaël et je suis le cofondateur de la société Green Living. On accompagne les particuliers à investir dans l'immobilier locatif sous deux formats. Un accompagnement en 8 sessions, on vous prend par la main pour investir, ou sinon de manière clé en main où on recherche le bien, on fait les travaux, on meuble et on gère pour vous. Alors si tu veux découvrir le parcours de nos invités, leurs craintes, leurs peurs, comment ils font pour avoir un impact, abonne-toi et rejoins-nous dans cette conversation. Je te propose, c'est peut-être de commencer direct là, comme ça là, hein. Allez, à ok, à chaud. C'est juste une conversation entre deux personnes qui aiment l'immobilier. Toi, tu as une manière de le faire que, je veux dire, je me sais pour un vieux con, mais que j'y comprends 30% quand on me parle de ça. J'ai déjà échangé avec des gens sur le côté blockchain, on va dire immobilier 2.0, que sais-je encore. Mais en tout cas, tu es l'un des acteurs avec qui on avait échangé il y a quelques temps de cela. Carrément. Il y a des choses qui ne sont pas pu faire parce que pour diverses raisons qu'on pourra évoquer. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Oui, bien sûr. Mais le truc déjà, Gauthier, moi, je te propose de me donner ton état civil. Nous, on aime bien savoir à qui on a affaire au grenier. Okay. Donc, on t'écoute. Ok, donc je m'appelle Gauthier Alexandrian, je suis né le 9 décembre 2001 à Marseille. Donc pas de Coupe du Monde, hein 1980, pas de Coupe du Monde. 2018. Ah oui, c'est vrai, ouais. T'avais 17, ouais, c'est vrai. Ouais, donc je l'ai quand même connu. Ouais, ça fait mal pour tous les fans de football ce que tu viens de faire, mais c'est pas grave. Donc né à Marseille, ça fait maintenant plus de 2 ans que j'ai cofondé Pécule, qui est une boîte avec laquelle on accompagne les spécialistes de l'investissement dans la conception de leur propre plateforme d'investissement fractionné. Comme ça fait peur, c'est un peu barbare, mais tu verras. Enfin, tu connais déjà, mais je connais, mais c'est ça, le podcast qui est bien, c'est que ça le temps long pour que tu puisses expliquer la genèse de ce projet, l'évolution, le chemin, là où vous en êtes et là où vous voulez aller. Des chiffres aussi sur lesquels tu peux communiquer. Au grenier, il n'y a pas de pression, tu dis les chiffres que tu as envie. Et s'il n'y a pas de chiffres que tu n'as pas envie de communiquer parce que c'est trop tôt ou que tu n'as pas envie, tu le dis. Mais en tout cas, c'est de découvrir le parcours, le tien. Donc du coup, quel est ton lien, toi, un peu avec l'immobilier? Parce que je m'en souviens plus. Alors c'est ça le truc, c'est que, et tu verras dans le parcours de la boîte, c'est marrant parce qu'il y a plusieurs fois, il y a plusieurs milestones où le fait qu'on vienne pas du monde de l'immobilier nous a fait prendre des virages assez marrants. Mais moi, mon lien avec l'immobilier, il est très faible. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est plutôt orienté sur une solution tech, voire juridico-tech, qu'une solution vraiment purement immobilière. Mais non, on n'a pas vraiment de lien. On vient pas, personne dans la boîte, les cofondateurs, personne ne vient du monde de l'immobilier. C'est ça qui est assez marrant. D'accord. Mais ouais, ok. Alors après, c'est pas une tare de pas venir de l'immobilier, parce qu'en fait, on l'a plus ou moins compris, mais tu vas le développer. C'est qu'en fait, vous avez regroupé un petit peu vos domaines de compétences là où vous êtes bon, au service de l'immobilier. C'est plutôt ça comme ça qu'il faut le voir. Mais toi, tu as fait. Est-ce que tu as de la famille, des études là-dedans? Est-ce que tu as navigué auprès de l'immobilier? Parce que tu aurais pu mettre du juridico-tech sur un autre levier, non? Ouais, alors j'ai des gens autour de moi qui bossent dans l'immobilier, mais très classique, agent immobilier. Donc je connais un peu l'écosystème. Je suis pas du tout spécialiste de l'IMO. Et en fait, pourquoi on a choisi ce domaine-là, c'est parce que c'est le domaine dans lequel notre tech fait le plus sens pour le moment, puisque notre tech permet de fractionner des actifs. Et donc l'actif d'investissement qui coûte le plus cher à l'achat en prix direct, c'était l'immobilier. Et c'est là où l'écosystème était le plus prêt à recevoir notre tech. C'est comme ça qu'on est allé dans l'immobilier, mais c'est pas c'est plutôt la tech qui s'est dirigée vers l'immobilier que l'immobilier qui a fait naître la tech. D'accord. Ok. Mais du coup, c'est quoi cette tech dont tu parles? Alors, parce que là, les gens, ils doivent se dire, ok, cool. Mais c'est quoi cette tech? Vas-y, dis-nous tout. Alors, donc nous, on est passé par plusieurs stades. À l'initial, la genèse du projet, donc comme je disais, j'ai cofondé la boîte il y a un peu plus de 2 ans maintenant. C'était de créer une plateforme d'investissement immobilier fractionné pour les particuliers. Donc l'idée, c'était de prendre un bien immobilier, de le fractionner en un certain nombre d'unités immatérielles, de vendre ces titres de propriété fractionnés via une plateforme en ligne. Et donc les gens qui détenaient des fractions de titres de propriété pouvaient percevoir leur part des rendements et leur part de la plus-value.
Ça, c'était le projet initial. On a passé, je dirais, entre 6 et 12 mois à travailler sur le cadre juridique et le cadre technique, parce qu'à l'époque, alors maintenant ça semble un peu plus courant, mais à l'époque, Cédric avait pas monté Brix. En tous les cas, enfin, Brix était au stade d'un message dans un groupe Facebook qui s'appelait French Startup Network. Donc il y avait vraiment aucun cadre qui existait. Donc on est passé par plusieurs phases, notamment une longue phase de recherche juridique sur comment on fait aujourd'hui pour fractionner en bien immobilier. Donc en effet, on a vu les contrats RBF ou les contrats de royalties vers lesquels sont partis Brix. On a vu plein d'autres cadres. Nous, on s'est tout de suite dirigé vers les obligations. Donc on a fixé le cadre juridique et ensuite on a fixé le cadre technique. Là, ça a été un peu plus long parce qu'on voulait intégrer de la blockchain pour faire de la tokenisation, parce qu'on avait vu un modèle aux États-Unis qui faisait ça et ça marchait très bien, qui s'appelle Realty.co. Et une fois qu'on a créé donc le modèle juridique, le cadre juridique, enfin, qu'on a mis en place le cadre juridique, on a créé la première version de la plateforme, on a commencé à aller le confronter au marché. On a fait, je dirais, on a onboardé un peu plus de 300 clients. Donc onboarding, c'est des vidéos, enfin c'est des calls vidéo d'entre 5 et 15 minutes où t'expliques aux particuliers à quoi sert ta plateforme, comment ça fonctionne, tu le rassures. Donc autant te dire qu'au bout de 3 ou 4 mois d'onboarding, on a fait un point, on s'est dit bon, on n'est pas bon pour faire du consumer et en plus on n'a pas forcément de vertical IMO dans la boîte, donc comment on va faire pour sourcer un bien, le gérer, en faire du rendement, le référencer sur la plateforme, etc. C'est là qu'on a pris en premier virage, on a commencé à dire on va externaliser toute la partie gestion de l'IMO. On s'était rencontrés à cette occasion-là sur Green Living. On a aussi rencontré Thierry Vignal de Mastéos, Martin Ménès de Bivouac. Enfin, on avait rencontré pas mal de monde. Et ce qui était ressorti de certains de ces rendez-vous-là, c'était les gars, au lieu de vous embêter à faire quelque chose que vous savez pas faire, restez dans ce que vous savez faire, c'est-à-dire développer la tech et mettre en place un cadre juridique et donnez-nous le produit en marque blanche. Et donc, en effet, on a repris la réflexion, on s'est dit que c'était peut-être ça la bonne solution. Et là, on a pris un virage qui a été de passer de B2C à B2B, virage que prennent beaucoup de boîtes. Et l'étape d'après, c'est souvent de passer en mode agence. Mais nous, on essaie de résister à passer en mode agence. Mais du coup, on a pris ce virage-là. On a recruté un nouveau profil dans la boîte qui était beaucoup plus orienté Web 2. Parce qu'à l'initial, nous, on avait un CTO qui était full Web 3. Et on a créé une API avec on a créé l'API, on a créé le produit, on a co-créé le produit avec notre premier client. Donc ça, c'était super parce que du coup, on a un produit qui répondait pile poil à leurs besoins et on a créé un produit en marque blanche qui permet à n'importe qui de développer sa propre plateforme d'investissement fractionnée. Alors, on met immobilier entre parenthèses parce qu'on peut fractionner n'importe quel type d'asset. Et donc, du coup, comment ça fonctionne ? N'importe quel client va plugger son logo, ses couleurs, sa police sur notre produit en marque blanche. Et ensuite, à travers un back-office, très facilement, il va pouvoir émettre des obligations à travers une structure juridique qu'on va piloter nous, vendre ses obligations via sa plateforme, reverser les loyers à tous ses utilisateurs, et tout ça de façon automatique et hyper simplement. Donc voilà la longue courte version de tout ce qu'on a fait. Non, mais c'est bien de préciser par là où vous êtes passé, parce qu'effectivement, je me souviens très bien là où on s'est rencontrés et la manière dont moi je t'ai fait le retour, c'est que c'est typiquement, je pense, je sais pas si on peut le dire, mais j'ai exactement dit, je pense, ou en tout cas à quelques mots près, que je pense que vous étiez plus fort dans la tech que dans l'IMO. En tout cas, je le pense toujours. Mais par contre, est-ce que tu peux te donner, je sais pas moi, d'autres assets, d'autres actifs que fait le fractionné? Parce que moi, dans mon milieu, dans le milieu de l'immobilier, je pense que dans toute innovation, tu as des milieux qui sont de prédilection, notamment dans l'immobilier, où le fractionné et l'IMO fonctionnent très bien. On peut les citer. Alors, Brix n'est plus sur un modèle fractionné, un modèle d'obligation plutôt, mais tu as Mutt, je crois, de Louvre qui fait ça. J'ai vu que tu avais lancé Fragment aussi. Ouais, t'as Fragment, t'as Harmony Home, t'as Tantième qui fait ça aussi. Enfin, t'as pléthore d'acteurs maintenant qui font ça sur l'IMO. Mais est-ce que tu peux juste donner, pour les non-initiés, genre ma grand-mère, ma soeur, ma mère, ma tante, mon oncle, mon grand-oncle, qui y comprennent rien au mot fractionné, quelle est la différence justement entre peut-être le monde des obligations, le monde du fractionné, et bon, déjà c'est pas mal, entre les deux déjà, parce que les gens, c'est un peu le crowdfunding, c'est un peu les trois qui se battent un peu en duel en ce moment, quoi. Carrément. Le fractionné, c'est une typologie d'investissement. Les obligations, c'est en moyen. C'est juste en fait, dans le fractionné, tu peux faire de l'obligation. Nous, d'ailleurs, c'est ce qu'on fait avec beaucoup de clients, c'est qu'on met en place des plateformes de fractionnement, mais qui utilisent l'obligation comme support. Après, la grande différence qu'il faut faire, je pense, c'est plutôt entre le fractionné et
le crowdfunding. Et encore dans le crowdfunding, t'as encore plusieurs catégories, mais déjà la grande différence que tu peux faire, c'est une différence qui est juridique mais qui est aussi opérationnelle. C'est les boîtes qui sont donc PSFP, qui font de l'intermédiation entre des porteurs de projets et une communauté qui va financer des projets. Donc typiquement ce que fait Brix maintenant quand ils vont financer en marchand de biens qui portent un projet, c'est pas Brix qui porte le projet, donc ça c'est de l'intermédiation. Donc eux légalement ils doivent être agréés en tant que PSFP. Et les plateformes qui font du fractionné plus classique, donc on prend l'exemple de Fragment par exemple de Prelo, où c'est eux qui sont eux-mêmes porteurs du projet IMO. Donc là c'est une grosse séparation que tu as sur les deux, et pourtant les deux utilisent quand même de l'obligation. L'obligation c'est juste une voie de financement, c'est un titre financier, c'est un véhicule juridique, ça a pas vraiment, ça a plein de caractéristiques qui sont importantes, mais c'est pas ça qui va venir faire la différence entre le rendement que tu as derrière, c'est plutôt le projet et la manière dont la mise en relation est faite. Donc, je sais pas si ça répond à ta question, mais en gros, déjà, la grande différence que tu peux faire entre les deux, c'est le porteur de projet. Et après, c'est la typologie de projet. Donc, tu vois, sur du fractionné pur comme Fragment, l'idée, c'est d'avoir une obligation qui court pendant 8 à 10 ans, où tu vas recevoir des loyers, où c'est de la location courte durée, avec une potentiel reversement de plus-value. Sur du PSFP, du crowdfunding, il est possible d'avoir des opérations de flip ou de marchand immobilier, où on va être plutôt sur 12 à 24 mois, pas de reversement de coupons durant la durée de vie de l'obligation, mais plutôt une plus-value à la fin du projet. Donc c'est ça aussi la deuxième différence, c'est des typologies de projets qui sont proposées. Et aujourd'hui, ce marché, il est comment là? Tu le sens comment? Est-ce qu'il y a quand même une évangélisation qui a été faite? Est-ce qu'il y a du chemin à faire? C'est quoi un peu le marché là pour donner une tendance actuelle du fractionné, du crowdfunding? On est dans une sur le fractionné, on est dans une phase qui est assez difficilement analysable parce que c'est le tout début. En fait, les modèles qu'on avait d'achat de fractions de biens immobiliers qui sont mis en location, c'est des SCPI, et aujourd'hui, la manière dont les plateformes de fractionné abordent le marché est tellement différente de celle des SCPI qu'on ne peut pas vraiment comparer les deux. Par contre, évidemment, il y a de plus en plus de plateformes et de boîtes qui se positionnent sur ce créneau-là. Il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à passer la première collecte. Celles qui passent la première collecte, et donc la première collecte, c'est le premier projet financé. Celles qui passent la première collecte et qui arrivent à financer leur premier projet, on voit qu'elles fidélisent énormément leurs utilisateurs et qu'elles arrivent en fait à avoir de la récurrence sur leur investissement, sur leurs investisseurs et sur leurs projets. Et pourquoi elles n'arrivent pas? Alors, c'est là où j'en viens, c'est qu'il y en a beaucoup qui commencent soit avec un montant trop élevé, soit en n'ayant pas compris que la valeur de ces plateformes-là réside dans la communauté. Et donc, c'est là où nous, on a aussi réussi à identifier, je pense, les acteurs pour qui ça fait le plus sens, qui sont tous les acteurs qui font déjà de l'investissement immobilier clé en main, en one-to-one avec des porteurs des investisseurs. Et en fait, c'est là où ça prend sens parce que tu te retrouves, typiquement avec Green Living, tu me confirmes ou tu m'infirmes ce que je dis, mais tu te retrouves avec une base de clients qui désirent investir dans l'immobilier, potentiellement qui ont déjà investi avec toi, donc dont tu as gagné la confiance, et potentiellement qui ont déjà dépassé leur capacité d'endettement, donc tu peux pas remonter de projet avec eux. Par contre, ces mecs-là, ça veut pas dire qu'ils sont pas entre 1000 et 5000 euros à investir sur un projet. Et donc là, ça prend sens de leur proposer une plateforme sur laquelle tu vas réunir tous ces mecs-là qui ont déjà confiance en toi, qui sont déjà intéressés par l'immobilier, qui sont qualifiés, et tu vas les réunir sur une plateforme pour leur proposer d'accéder à l'immobilier avec des tickets un peu plus bas. Là, ça prend sens. Par contre, une plateforme qui naît from scratch, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est hyper compliqué pour elle d'aller faire de l'acquisition sur de la communauté, parce que tu as déjà des mastodontes du secteur. Je pense à Brix, où je crois qu'ils sont à plus de 250 000 utilisateurs. Ils ont des stratégies d'acquisition qui sont dingues. Donc, c'est compliqué pour elle d'aller concurrencer les gros du marché. Il y a Brix, mais il y en a d'autres. Il y a la première brique, il y a Anaxago, il y a Omunity, il y a plein de plateformes qui existent. Donc, ça fait, nous, on trouve, et c'est là où on se positionne aussi beaucoup, c'est que ça fait plus sens pour une boîte qui fait déjà de l'investissement immobilier clé en main, nous on dit augmenter la LTV de leurs investisseurs et de leurs clients. Là, ça fait sens parce que tu as une communauté préalable, tu as déjà gagné leur confiance, tu as déjà fait de l'acquisition et tu leur mets juste une voie de financement qui permet de les réengager sur des opérations malgré le fait qu'ils n'ont pas peut-être 100 ou 150 000 euros à investir. Donc pour répondre en quelques mots à ta question, le marché il est assez disparate. Tu as à la fois des boîtes qui sont en train de faire des énormes montants collectés, à la fois des boîtes qui crachent très vite, mais c'est un peu loi naturelle, et finalement il va rester dans ce marché-là que des leaders qui auront réussi à
créer de la confiance avec leurs investisseurs et surtout à se différencier par la typologie de biens. En fait, on voit que les plateformes qui marchent le mieux, c'est celles qui spécifient dans des biens soit très haut de gamme, soit qui ont un impact social, soit qui vont être plutôt dans des locaux commerciaux. Enfin, chaque plateforme moi, à mon sens, hein, chaque plateforme va avoir sa spécialité et il y aura une dizaine de plateformes maximum qui vont être leaders sur ce marché-là. Et aujourd'hui, on est dans une phase de marché où il y a plein de plateformes qui pop et on va voir un peu qui reste et qui reste pas. Et il y a beaucoup de contenu qui est créé en ligne sur ça pour voir aussi la fiabilité des plateformes. Je me rappelle plus comment il s'appelle. Il y a un mec qui fait ça sur LinkedIn, qui fait des rapports réguliers sur les taux de défaut de l'émetteur des plateformes. Et c'est là où on voit en fait qu'il y a beaucoup de taux de plateformes. Enfin, il y a beaucoup de plateformes qui meurent en cours de route, quoi. Ouais, mais après, tu vois, moi je rebondis, c'est que tu vois, c'est très bien, c'est très juste ce que tu dis, c'est que oui, il y a des clients qui sont arrivés à la fin de leur capacité d'endettement, que ce soit d'investir avec Greenliving ou quelqu'un d'autre, hein, mais il y a aussi le nombre de projets. Tu vois, mettre une plateforme avec ce que ça comporte en termes de financier technique, derrière, il faut envoyer quand même des projets, tu vois, et dans la zone aussi. Est-ce que, tu vois, je sais pas moi, il y a des acteurs peut-être plutôt nationaux qui ont du volume vraiment, c'est pas plus adapté, et est-ce qu'il y a une largeur aussi, une profondeur de marché aussi? C'est ça ma question en fait. Alors, de toute façon, sur le modèle classique des plateformes de fractionnés, le cadre juridique sur l'émission d'obligations te limite à 8 millions de collectes par an. Donc déjà, il y a un plafond de verre sur ce business-là. Alors après, il y a plein de solutions que tu peux mettre en place pour passer ces 8 millions, mais donc déjà, en termes de profondeur de marché, tu sais que quoi qu'il arrive, t'es capé à 8 millions. Nous, notre Pourquoi? vision, parce qu'en fait, alors là, on rentre dans le cadre juridique de l'émission d'obligations. Les obligations, c'est des titres de créance qui sont associés à des Ouais. titres financiers. Et du coup, tu rentres dans la réglementation prospectus. La réglementation prospectus, elle dit que tu as le droit de faire ce qu'on appelle des OPTF, donc des opérations publiques de titres financiers, donc d'émettre Mhm. et de vendre des titres financiers en ligne, si tu respectes un certain formalisme, notamment rédigé en prospectus. Si tu rentres dans la réglementation prospectus, tu n'as pas cette limitation du million, tu vas pouvoir émettre autant que tu veux. Par contre, le prospectus, il va falloir que tu l'envoies à l'AMF, que l'AMF le valide, et une fois que l'AMF t'a validé le prospectus, là, tu vas pouvoir commencer à commercialiser. Sauf que dans la pratique, tu comprends bien qu'envoyer un prospectus à l'AMF, attendre la validation, ça veut dire que tu fais 2 projets par an, quoi, maximum. Peut-être tu peux faire mieux, mais... Donc et ça veut donc, dire que des opérations d'investissement ou de marchand de biens qui sont financées par des investisseurs privés en obligations, tu es capé à 8 millions d'euros. Tu peux pas faire plus que ça. alors attends, c'est plus complexe, c'est plus Ah, subtil que ça. Donc ça, c'est le premier cadre, c'est la réglementation prospectus. Personne l'utilise dans la pratique parce que ça veut ok. dire attendre la validation de l'AMF. Donc là, tu as Hmm. un sous-cadre réglementaire qui s'appelle les OPTF exemptés. Donc exempté, ça veut dire exempté de validation du prospectus par l'AMF. Et ça, tu as plusieurs cadres pour y rentrer. Une des, une des, une des guidelines qui est possible, c'est de émettre pour moins de 8 millions d'euros sur 12 mois glissants. C'est-à-dire que la SA ou la Hmm. SAS qui va émettre les obligations émet pour moins de 8 millions. Si tu rentres dans cette condition-là, tu as toujours besoin de faire un prospectus, tu as toujours besoin de l'envoyer à l'AMF, de le rendre disponible pour l'investisseur, mais tu n'as plus besoin d'attendre la validation de l'AMF. C'est ce que la plupart des plateformes choisissent. Par contre, tu as d'autres cadres que tu peux choisir qui peuvent te permettre de casser ce plafond de 8 millions. T'adresser que à des investisseurs qualifiés, t'adresser pour chaque opération à moins de 150 investisseurs, t'adresser à des investisseurs qui mettent un ticket minimum de 100 000 euros. Et après, tu as le cadre des PSFP qui est encore un autre cadre. Et donc, grosso modo, tu as deux possibilités. Soit tu fais des OPTF classiques en prospectus, tu attends la validation de l'AMF, soit tu rentres dans la sous-réglementation DIS et tu choisis un des 4 cadres des OPTF exemptés. Et le plus facile à respecter pour scaler, etc., c'est de se plafonner à 8 millions d'euros sur 12 mois glissants. Bah oui, clairement. Puis bon, 8 millions d'euros glissants, j'ai fait des opérations, hein. En tout cas, dans le sud de la France, en tout cas 80% de la France, il y a moyen de faire, il y a moyen de faire quoi. Après, il faut se Sach- structurer quoi. Sachant que après, tu as cette possibilité-là aussi, c'est que tu dois émettre 8 millions d'euros sur 12 mois glissants sur une marque, une société. Donc après, tu peux avoir, donc on prend le cas de Green Living, Green Living Montagne, Green Living Mer, et qui va Ouais, d'accord. spécialiser encore une fois dans des domaines différents. Mais par contre, il faut recréer une marque différente à chaque fois, une société différente qui émet les obligations. Donc déjà, le premier point pour répondre à ta question en profondeur de marché, c'est que la plupart des plateformes sont capées à 8 millions d'euros sur 12 mois glissants. Même s'il y a des stratégies, aujourd'hui, nous, pour donner un peu de profondeur, on n'a pas eu
de cas de société qui a cassé ce plafond-là, ou du moins qui était limité par ce plafond-là. Déjà, Oui. dans le marché, il y a ce truc-là. Le second point, c'est, tu as tout à fait raison, c'est qu'il y a un sujet d'offres, c'est-à-dire d'être capable de sourcer assez de projets rentables sur 12 mois pour rentabiliser l'abonnement à une boîte, comme un tech provider comme le nôtre. Aujourd'hui, en fait, quand tu as collecté les business models de ces plateformes-là font que quand tu as collecté 250 000 euros, chez nous, en tous les cas, tu es rentable. Tu te retrouves à l'équilibre. Donc finalement, quand tu sais que le montant, nous on a un client qui s'est lancé là récemment, qui collecte 800 000 euros sur sa première opération. En fait, en une opération, il est déjà rentable sur notre abonnement annuel, hein, je te parle. Donc finalement, pour rentabiliser la mise en place de la tech, c'est pas un vrai enjeu. L'enjeu, c'est plutôt de vraiment... l'enjeu numéro 1, nous, à notre sens, c'est la communauté. Et c'est pour ça qu'on se positionne comme ça, c'est de se dire, en fait, toutes les boîtes avec qui on bosse, elles ont deux verticales sur lesquelles il faut vraiment qu'elles mettent l'accent. C'est trouver les meilleurs projets IMO et bien les gérer, et créer leur communauté et bien la gérer elle aussi, quoi. Tout le reste, la tech, le juridique, etc., c'est vraiment c'est du second point, c'est du second plan, en fait. D'accord. Et vous gérez quoi dans tout ça? Donc nous, on gère plusieurs choses. Déjà, on gère la mise en place de la plateforme en elle-même, soit sous forme d'API, soit sous forme de marque blanche. Mais en réalité, on le fait beaucoup plus sous forme de marque blanche que d'API. Donc marque blanche, c'est un produit qui est pré-brandé, pré-configuré. Tu n'as plus qu'à plugger ton logo, tes couleurs, ta police. Potentiellement, on va faire des petites personnalisations sur la fiche produit, donc sur la fiche de présentation de la collecte, parce que selon ton positionnement, tu vas avoir envie de mettre des choses en avant différentes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on gère aussi toute la structuration juridique. On va t'expliquer le framework à mettre en place. On va t'accompagner dans la conception des différentes sociétés qu'il faut créer pour émettre les obligations, dans toute la rédaction aussi de ce fameux DIS, du bulletin de souscription. On va gérer aussi, notre produit intègre toute la gestion des signatures électroniques, etc. Mais donc, tu as toute la plateforme qui l'en ment. Évidemment, derrière, tu as tout le back-office qui te permet de piloter ta plateforme, de faire de la data vise sur le nombre d'investisseurs que tu as, etc. Et on va gérer aussi les relations avec un tiers qu'on appelle un prestataire de services de paiement. En l'occurrence, nous, on travaille avec MangoPay, qui lui va être responsable de stocker l'argent pour le compte de tes investisseurs, de stocker aussi l'argent pour ton compte le temps de la collecte, de vérifier l'identité de tes utilisateurs. Et en fait, ça paraît anodin, mais créer une relation avec un prestataire de services de paiement, c'est assez énergivore et chronophage. Et donc le fait que nous on s'en occupe directement, ça permet de fluidifier les échanges avec eux. Et aussi on a la capacité, nous aujourd'hui, pour donner un peu de vision, on est 5 dans la boîte, mais on est 10 à travailler sur chaque projet, parce qu'on intègre en conseiller de MangoPay, en avocat spécialisé pour chaque projet, et une personne qui est en charge de la gestion et du conseil sur la communauté du client. Donc en gros, c'est une offre vraiment clé en main, avec une offre produicielle, avec une API ou un produit en marque blanche, et une offre servicielle avec la maintenance du produit, la mise en place du framework juridique, la gestion des relations avec la prestataire de services de paiement, et potentiellement la gestion de la communauté du client. D'accord. Et parce qu'aujourd'hui, là, vous avez que des clients exclusivement sur l'immobilier. Alors aujourd'hui, c'est marrant que je dis ça, on a un seul client qui fait pas de l'immobilier, qui est pas encore live, qui fait des pierres précieuses. Et donc, mais oui, pour le moment, on a que des clients qui sont sur l'immobilier, qui sont live. Bah, du coup, non, mais c'est intéressant, celui qui fait des pierres précieuses. Comment il a déterminé qu'il peut fractionner des pierres précieuses? C'est-à-dire qu'il y a comment il a fait son étude de marché? Il est sûr de lui? C'est un joaillier qui a l'habitude de faire ça, et ça vient d'une demande du côté de ses investisseurs plusieurs fois, qui lui disent moi c'est des clients à lui qui ont acheté plusieurs fois des pierres chez lui, qui lui disent moi j'aimerais bien participer à certaines opérations que tu fais, parce que lui il est très bon, c'est une sorte de broker, il achète des pierres, il est trop au travail, il les revend derrière. Ouais. Il dit j'aimerais bien te donner du cash, que je participe au projet d'achat de la pierre, que tu mettes ton savoir-faire sur la pierre, qu'on la revende et qu'on se redistribue le bénéfice. Et du coup, il veut standardiser ça, industrialiser ça plutôt. Et du coup, il se dit pourquoi pas le faire avec une plateforme. Donc en fait, toi, finalement, tu vas participer à un projet d'acquisition de pierres précieuses. Lui, il va mettre son savoir-faire dessus, il va le transformer en bijou. Il va revendre le bijou à sa clientèle et il va te redistribuer une partie du bénéfice qui a été généré par l'opération. Et donc là, on est plus sur un modèle de marchand de biens, pour faire un parallèle avec l'immobilier, qu'un modèle de location courte ou longue durée, parce qu'il n'y a pas de reversement de coupons
pendant la détention de la pierre, mais ça marche exactement de la même façon en termes de formalisme juridique et de workflow technique. Donc on a été capable de le faire. Enfin, on est capable de le faire, puisqu'on est en train de le faire. Parce que du coup, vous êtes sur... Alors, est-ce que c'est uniquement une plateforme de fractionné? Vous n'êtes pas encore sur la blockchain, pas encore sur tous ces sujets-là ou pas? Peut-être que je me trompe. Si, carrément. Nous, on intègre, et c'était un peu l'origine du produit, c'était de faire de la tokenisation, donc d'intégrer de la blockchain. Aujourd'hui, on en parle peu parce que c'est plutôt pour les étapes 2 et 3 que la blockchain va beaucoup nous servir. Aujourd'hui, on l'utilise, on émet pour chaque obligation en token, le RC20 en norme modifiée, qu'on va venir coller à l'obligation et qui va jouer le rôle de traceur. Ça nous permet d'enregistrer dans un registre décentralisé qu'on appelle un dispositif électronique d'enregistrement partagé. Appellation un peu barbare pour avoir un tableau Excel qui se met à jour en temps réel sur qui détient quelle obligation. Ça nous permet de fluidifier plein de process en interne, comme le reversement des loyers, le calcul du reversement de la plus-value. Ça nous permet d'avoir un registre qui est tout le temps à jour. C'est pas essentiel. Pour le moment, c'est un nice to have plus qu'un must to have. Par contre, pour les étapes 2 et 3, de là où on veut aller, on en parlera peut-être après, mais la première étape étant le marché secondaire et la deuxième étape étant la collatéralisation, donc la mise en hypothèque de ces obligations. Le fait d'avoir dès maintenant pu tokeniser ces obligations, ça permet de fluidifier, en tout cas ça permet de ne pas se fermer les portes sur ce qu'on peut implémenter techniquement et les partenaires avec qui on peut travailler pour amener de la liquidité sur ces propositions de valeur-là. Pour que les gens puissent se mettre une image en tête, parce que bon, moi je connais un petit peu pour avoir discuté avec du monde, mais pour les gens c'est virtuel, c'est abstrait. Comment ça se concrétise? Est-ce que c'est un tableau Excel qui fait ce suivi? C'est une banque? Quel est l'acteur qui gère cette traçabilité en fait? Alors c'est le propre de la blockchain, c'est qu'en fait il n'y a pas d'acteur central qui gère, c'est un réseau de nœuds qui repose sur plein de petits acteurs qui enregistrent les transactions. Et donc nous, en front, ce qu'on voit nous du côté derrière notre ordinateur, en effet, ça ressemble beaucoup à un tableau Excel. Donc ce qu'on voit, c'est un tableau Excel. Maintenant, techniquement, c'est vraiment purement des algorithmes qui vont être en capacité de dire, ce petit jeton que j'ai collé sur mon papier qui officialise l'achat de la souscription à l'obligation, il est dans la poche de Michael, ou il est dans la poche de Gauthier, ou il est dans la poche de Maxime, ou il est dans la poche de je ne sais qui. Voilà. Et ce jeton est aussi capable de dire, nous, en tant que jeton, on est 3, ou on est 4, ou on est 5. Et du coup, nous, on se retrouve avec un tableau qui est capable de dire, Monsieur X, donc en l'occurrence, Michael, détient le jeton numéro 33-52, et il en a 4 unités, ou il en a 5 unités. Donc ça se matérialise vraiment par un tableau assez simple. D'accord, oui, non, mais il faut que les gens ils puissent comprendre et puissent se projeter. Mais du coup, ça peut énormément se dupliquer à d'autres actifs que l'immobilier. Et je pense que. Mais moi, je comprends pas pourquoi ça va pas plus vite. La démocratisation de ce modèle d'investissement, c'est parce que c'est compliqué. Déjà, c'est que. C'est juridique ou politique européenne ou c'est les gens? Il faut que les gens se l'approprient. En fait, il y a deux points selon le prisme par lequel on le regarde. Si c'est la démocratisation de la tokenisation en elle-même, ça c'est juridique parce qu'aujourd'hui c'est pas possible de tokeniser directement en asset. C'est-à-dire qu'en fait c'est pour ça qu'on passe par des obligations. On peut pas tokeniser en objet, on peut pas fractionner en objet physique. C'est-à-dire que si je veux fractionner un iPhone, la seule façon de le faire juridiquement c'est de créer une société qui détient l'iPhone et de fractionner les titres, enfin de tokeniser les titres de la société. Donc, je peux pas fractionner un iPhone directement en lui donnant un identifiant et dire voilà, je le fractionne en token. Donc en effet, la démocratisation de la tokenisation, c'est un sujet politique. Par contre, dans la proposition de valeur, ça a un impact fort parce qu'aujourd'hui, on pourrait dire simplement finalement, la proposition de la tokenisation, c'est d'acheter des parts de biens immobiliers ou des parts de n'importe quel actif à partir de 1 euro, de percevoir des rendements. C'est ce qu'on fait avec de l'obligation. Donc, si ça devait se démocratiser, ça se démocratisera à travers l'obligation. Donc là, il y a un sujet de, en fait, pourquoi ça prend du temps aussi de démocratiser l'investissement fractionné à travers l'obligation. C'est pas un sujet politique pour le coup là. C'est plutôt un sujet d'acculturation du marché,
de aussi créer une relation de confiance avec le marché, parce que comme tu disais, c'est un peu abstrait de comprendre que tu vas acheter une fraction d'un bien immobilier, percevoir tes rendements, et que tu le fais pas à travers ta banque ou une SCPI qui pèse plusieurs milliards, mais pas à travers une boîte qui a un capital de 1000 balles et qui fait des projets à 800 000 balles. Ça, c'est le premier point. Mais je pense que moi, il y a une deuxième vision qu'il faut avoir, c'est de se dire que un des arguments qui pourrait amener à la démocratisation de cet investissement fractionné, c'est la liquidité. C'est-à-dire de dire, bon bah, à la différence de l'immobilier classique ou des SCPI, quand tu vas venir investir à travers une plateforme d'investissement immobilier fractionné, tu vas avoir la possibilité de récupérer ton investissement à n'importe quel moment parce que il est liquide. Et pour rendre cet investissement liquide, une des potentielles solutions, c'est de le tokeniser. Sauf que comme on peut pas aujourd'hui le tokeniser réellement, bah, ça complexifie le sujet. Donc en fait, on se retrouve à avoir un peu un cercle vicieux dans lequel, comme politiquement on peut pas faire de la tokenisation, on permet pas d'avoir la proposition de valeur totale du fractionné, et du coup le marché n'y voit pas grand intérêt pour le moment, et se dit bon bah il vaut mieux que j'aille sur de la SCPI où je vais avoir des mastodontes qui gèrent des beaucoup plus gros budgets et qui sont beaucoup plus fiables, même si je renonce à une liquidité ou à un rendement ou à le choix de l'actif dans lequel je vais aller, plutôt que d'aller sur du fractionné type Fragment ou Good City ou Harmonium ou Tantième. Donc je pense qu'il y a vraiment deux réponses à cette question. Ouais, après, c'est quand même une grosse part de volonté politique quand même, hein. Je pense que ou de lobby, je sais pas comment on peut le dire, parce que sinon, cette liquidité-là, elle serait déjà là, en fait. Bah, ouais, il y a un gros sujet politique. Je suis d'accord avec toi. Après, faut comprendre aussi que la position du gouvernement sur ces sujets-là, c'est de se mettre tout le temps en protecteur de l'investisseur et que, en effet, permettre de la tokenisation de n'importe quelle typologie d'assets, bah, forcément, ça crée plus de risques pour les investisseurs, parce qu'il peut y avoir il peut y avoir une facilité qui aujourd'hui n'existe pas sur le fait de pouvoir émettre des titres financiers en ligne, etc. Donc c'est un positionnement qui peut se comprendre. Maintenant, c'est vrai que ça contribue à ralentir un peu le développement de l'écosystème. Mais c'est aussi nous notre rôle, et c'est pour ça qu'on se positionne comme ça, c'est aussi de dire bah nous en fait pendant que vous en tant que plateforme vous allez gérer l'IMO et la communauté, nous c'est notre métier d'aller faire de la culturation à la fois auprès des institutionnels mais aussi à la fois auprès du régulateur pour essayer de mettre en place de façon intelligente un cadre légal qui permet d'aller au bout de la proposition de valeur et de dire bon bah ce bien-là, tu vas pouvoir le diviser facilement, tu vas pouvoir ajouter de la liquidité, donc les gens vont pouvoir s'échanger cette fraction de main en main sans avoir aucun problème, et en plus tu vas pouvoir faire de l'hypothèque dessus parce qu'elle a une valeur intrinsèque, vu que ça représente une vraie fraction d'un bien. Et donc voilà. Du coup, bah, rentre dans le détail un petit peu là, de la version 2.3, un petit peu de l'hypothèque, le marché secondaire. Allons-y, direct. Ok. Alors, Parce que je pense que c'est ça le futur en fait parce que bon, à moins que tu aies une chose à rajouter sur Pécule, le fonctionnement, parce que moi j'ai peut-être plusieurs questions, on va voir comment on les traite, mais j'aimerais savoir le typologie de projet qui est collecté sur les clients. Est-ce que c'est plutôt marchand de biens, plutôt investissement locatif ou que sais-je encore. Et après, on peut traiter, si tu veux, un peu le futur de Pécule, ou en tout cas le futur du fractionné qui est le marché secondaire et la mise en hypothèque. Carrément. Pour répondre rapidement, aujourd'hui, on a principalement de l'investissement locatif. Par contre, on a un case qu'on a beaucoup travaillé là cet été. C'est du marchand de biens à travers de la création de mini club deals. Et donc là, en fait, pour faire écho à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on rentrerait dans une autre limite, dans un autre cadre juridique des OPTF exemptés, qui est pas forcément celui des 8 millions, mais plutôt celui des 150 personnes. Et se dire, bon, bah, finalement, on limite l'accès à la plateforme, enfin, on limite l'accès au financement à 150 personnes, et on fait des mini club deals sur des opérations de marchand de biens. On n'en a pas encore réalisé, mais c'est un 150, hein? 150, ouais, hein? 150, hein? Ouais. Exactement. Ok, d'accord. Ok. Donc pour le moment que de l'investissement locatif, mais ça marche très bien avec du marchand de biens et on est en train de le travailler. On espère pouvoir avoir un case réel dans quelques mois. Et pour répondre sur l'avenir un peu de pourquoi de la liquidité, comment la mettre en place. Aujourd'hui, malheureusement, les fractions de biens immobiliers qu'on vend, elles se matérialisent par des obligations. Ça, on
a parlé, ça fait 20 minutes qu'on en parle. Ouais. Les obligations, c'est des titres de créance, donc c'est des titres financiers, donc c'est hyper réglementé. Aujourd'hui, il n'est pas possible d'échanger en titres financiers de façon automatisée à travers une plateforme sans être assimilé à ce qu'on appelle un système multilatéral de négociation. Donc là, ça devient un peu complexe et barbant, mais en gros, la réglementation, elle te permet d'avoir ce qu'on appelle un carnet d'affichage d'ordre de vente, donc, comme sur Le Bon Coin, de dire, moi, en tant que Gauthier Alexandrian, je détiens 4 obligations du projet numéro 42, je souhaite les vendre à un prix Y, voilà mon adresse mail pour me contacter. Et la seule chose que toi, tu as le droit de faire en tant que plateforme, c'est afficher cet ordre de vente. Et après, tu dois laisser un acheteur potentiel voir l'offre de vente, prendre l'adresse mail ou le numéro du vendeur, le contacter hors plateforme, et réaliser la vente de leur propre côté avec un avocat. Autant dire que dans la pratique, il n'y a pas de liquidité parce que personne ne fait ça en fait. Quand tu investis 50 balles dans une plateforme de fractionné, tu vas pas payer un avocat pour rédiger un bulletin de cession d'obligation. Enfin bref, ça n'a pas de sens. La deuxième possibilité, c'est de se dire ok, en fait moi sur ma plateforme, j'aimerais bien que Mickaël il arrive, il connecte son compte Fragment pour prendre encore cet exemple-là. Il voit toutes les obligations qu'il a en portefeuille. Il dit je veux vendre celle-là à un prix. Je veux vendre celle-là. Il la met sur la plateforme. Et de l'autre côté, nous on trouve un acheteur et on croise l'offre et la demande et on trouve un prix. Et on fait la transaction comme tu le ferais pour vendre du Bitcoin, vendre de l'Ether, vendre de l'or, vendre plein de choses. Sauf que ça, pour le coup, ça s'appelle une négociation. Tu négocies le prix de la transaction par le croisement de l'offre et de la demande. Et dans ces cas-là, tu rentres dans un cadre réglementaire qu'on appelle SMN, donc Système Multilatéral de Négociation. Les SMN, aujourd'hui, c'est Euronext, pour donner un exemple. C'est ce que fait Euronext. D'accord. Donc en fait, tu as très peu d'acteurs, je crois qu'il doit y en avoir une dizaine qui sont agréés SMN, parce que les conditions d'obtention de cet agrément sont délirantes. En tout cas, pour les acteurs aujourd'hui du fractionné, c'est inatteignable. Donc ça rend totalement impossible le fait de créer un marché secondaire fluide sur des titres financiers. Maintenant, il existe plusieurs possibilités que nous, on creuse beaucoup. Donc, soit penser en modèle full Web3, mais dans ces cas-là, même si l'AMF et la CPR sont pas vraiment positionnés, ce qui en ressort de nos discussions avec eux, c'est de se dire, vous avez le droit d'utiliser un modèle full Web3 pour faire de la liquidité. Par contre, le sujet, c'est de s'adresser uniquement à des utilisateurs qui connaissent le Web3. Vous n'avez pas le droit de prendre des utilisateurs qui viennent du monde de Web2 et de les amener vers le monde Web3 pour utiliser un protocole qui va vous permettre d'avoir de la liquidité, parce que ça sera considéré comme une volonté de contourner la réglementation. Donc, ce qui veut dire que pour nous, ça ne matche pas, parce que 80% des clients de nos clients, donc des investisseurs, c'est des personnes qui viennent du monde du Web 2 et pas du monde du Web 3. Donc cette possibilité, elle est envisageable pour certaines plateformes qui ne sont que Web 3 natives, donc qui sont nées dans le Web 3. Et dans ces cas-là, même si c'est pas fiable et comme cadre légal, c'est exploitable parce que c'est encore une zone floue, une zone grise. D'accord. Une autre possibilité, c'est essayer de créer un modèle Web 2 en cumulant deux activités et en renonçant au fait de faire de la négociation, c'est-à-dire en disant Mickaël il va pouvoir créer un ordre de vente sur une plateforme en donnant le prix qu'il veut fixer pour la vente de son obligation, donc il n'y a pas de négociation, et par contre quelqu'un d'autre va être en capacité de accepter cet ordre de vente et de faire la transaction sur ma plateforme. Donc on est sur nous ce qu'on dit c'est qu'il y a le modèle Le Bon Coin création, qui est je pose l'annonce, tu m'appelles, on se met d'accord sur le prix et je viens chercher le produit. Ça, c'est ce que tu as le droit de faire actuellement. Et il y a le modèle Le Bon Coin actuel, où en fait, je peux payer directement via la plateforme Le Bon Coin. Et ça, c'est encore bancal, mais il y a des modèles juridiques qui sont en train de se poser, qui pourraient permettre en cumulant deux activités qui sont réglementées par ce qu'on appelle en PSI, en prestataire de services d'investissement, il est possible d'arriver d'avoir ce marché secondaire-là, qui prendrait la forme d'un tableau d'affichage d'ordre de vente où le vendeur fixe le prix et l'acheteur accepte ou non l'ordre de vente et réalise la transaction via la plateforme. Donc tu as le droit d'administrer la plateforme, mais tu n'as pas le droit de négocier le prix. Donc en gros, c'est les deux possibilités qui existent aujourd'hui, enfin les trois. Soit être SMN, personne n'est capable de le faire aujourd'hui sur le marché, soit
soit avoir un, un modèle full Web3, soit avoir un Ouais. modèle hybride qui fait un peu le bon coin où tu peux payer directement dessus. Et excuse-moi, il y a une quatrième possibilité que j'ai pas encore évoquée, c'est le MTF-DLT, qui est un cadre légal qui est ce qu'on appelle le régime pilote, qui encadre la création de marchés secondaires pour les actifs tokenisés. Mais aujourd'hui, c'est hyper bancal, c'est pas précisé, c'est pas adopté comme texte, et la lecture qu'on a, nous, de notre côté, et les gens qui sont autour de nous, c'est de se dire que ce texte, c'est le SMN, donc c'est le système multilatéral de négociation, en remplaçant certains termes par des termes Web3, mais en termes de contraintes et de niveau de capitaux propres, etc., qu'il faut avoir pour pouvoir mettre en place un marché secondaire dans la réglementation du MTF-DLT, c'est la même complexité. Donc en fait, c'est un copier-coller du texte très complexe, mais avec une modification des termes pour coller au Web3, mais ça simplifie en rien la mise en place d'un marché secondaire. Bon, en tout cas, ton explication est très précise et vraiment technique. Donc je pense que les gens ils feront un retour en arrière et réécouteront avec un peu plus peut-être en x 0,8 ou 0,6. Mais non, c'est hyper intéressant. Moi, je veux juste qu'on revienne un peu des explications un peu plus terre à terre, dans le sens où aujourd'hui, voilà, on va prendre un cas concret. Okay. Je vais me mouiller un peu, c'est-à-dire Green Living est équipé de pécules, ok, en marque blanche, c'est toujours intéressant. J'ai une communauté, ok. Moi, je mets un produit, c'est-à-dire en gros, je fais mon métier, mais j'en fais bénéficier ma communauté avec des coupons que je reverse par obligation. C'est-à-dire qu'en gros, j'achète un truc 100 000. Est-ce que je suis obligé de le revendre ou est-ce que je reverse des loyers? Est-ce que je reverse une revente? C'est quoi un peu le schéma un petit peu pour utiliser la plateforme? Alors, ce qui est hyper cool dans les obligations, c'est que c'est en contrat que tu passes avec ton obligataire, donc ton investisseur. Donc, tu peux plus ou moins structurer ton obligation comme tu veux. Déjà, t'es pas obligé de faire du coupon fixe, tu peux faire du coupon variable, tu choisis la périodicité de tes rendements, donc tu peux faire des versements de coupons mensuels, annuels, trimestriels. Tu peux aussi ne pas faire de coupon et avoir une obligation zéro coupon avec juste un reversement de la plus-value à la fin du projet. Donc, grosso modo, ce qu'il faut comprendre par là, c'est que tu peux plus ou moins tout faire avec tes obligations. Le modèle, maintenant, pour répondre à ta question, le modèle standard, c'est de dire, on va émettre des obligations. Donc, on va vendre les obligations pour pouvoir financer l'acquisition d'un bien immobilier qu'on va mettre en location. Les obligataires, on va leur verser en coupon variable parce qu'on fait de la location courte durée et qu'on n'est pas en capacité de fixer le rendement qu'on va réussir à générer. Et on rembourse de façon mensuelle les investisseurs à travers ce versement de coupons. On fixe une période, qui est la maturité de l'obligation, durant laquelle qui est censée matcher avec la durée de détention du bien. Donc, par exemple, 8 ans. On va dire que pendant 8 ans, Green Living détient le bien, le met en gestion, génère des loyers et reverse leur part des loyers à tous les investisseurs du projet. Au bout du temps... Alors, juste pour m'apprécier, est-ce que si on fait un raccourci en disant que le capital restant dû, c'est l'argent levé et les intérêts, c'est les coupons de souscription, est-ce qu'on peut résumer comme ça pour faire un parallèle, pour que les gens comprennent? Est-ce que c'est tu peux faire un raccourci? Oui. Tu peux faire ça. Donc, en fait, quand une obligation, elle se découpe en deux phases. Tu as le nominal, qui est le montant d'achat de l'obligation, et tu as le coupon, donc ce que tu verses. Donc, en fait, oui, ça peut se considérer comme ça. Moi, quand j'investis 50 € sur la plateforme Green Living, j'ai 50 € qui sont immobilisés. Selon le type d'obligation, mais partons sur le modèle standard, je vais recevoir toute la durée de détention du projet, ma part des loyers. Donc, si j'ai mis 50 €, ça peut être 2 € tous les mois, par exemple. Et par contre, à la fin de ces 8 ans ou 10 ans de durée de détention du bien, Green Living va me rembourser mon capital, donc mes 50 €, et plus potentiellement ma part de la plus-value réalisée sur la revente du projet. Ça, c'est le modèle standard. Maintenant, tu peux le customiser selon ton besoin chez Green Living. Tu peux dire, bah, moi, j'ai pas envie de reverser ma plus-value, j'ai envie que ma plus-value, elle soit reversée de telle façon, etc. Et du coup, Green Living achète comment? En SAS, en SCI? Comment? Parce que la fiscalité est complètement différente. C'est quoi un petit peu que utilisent les clients pour monter ces projets? Nous, c'est une de nos expertises, c'est d'accompagner sur la mise en place du framework. Aujourd'hui, donc le point de départ, c'est l'émission d'obligations. Tu as deux typologies de sociétés qui peuvent émettre des obligations en France. Tu as les SA et les SAS. Pour plein de raisons, c'est plus simple de le faire à travers des SA qui doivent respecter certaines règles, mais qui ne sont pas des règles très contraignantes, mais qui doivent respecter certaines règles. L'idée, c'est de se dire, si on doit créer une SA pour chaque projet et que cette SA doit respecter les règles d'émission,
vu qu'une des règles d'émission, c'est d'avoir 37 000 € de capital minimum, en fait, tu t'en sors pas en termes de rentabilité. Donc, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on... Je te confirme. Voilà. Ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne nos clients dans la conception d'une seule SA, qui, Ouais. elle, va émettre des obligations. Donc, ça sera la pierre angulaire de tout le montage juridique. Elle émet des obligations. Et ces obligations n'ont pas le projet de acheter un bien immobilier, mais ont le projet de créer une SAS qui, elle, va faire l'acquisition du bien. Donc, on crée une SAS qui joue le rôle de SPV. Donc, pour répondre à ta question, Green Living, en fait, détient une SA qui, elle, détient des SAS qui, elle, achètent de l'immobilier. Donc, l'immobilier est acheté à travers une SAS qui est détenue par une SA qui est détenue par Green Living. J'ai oublié un truc. Pourquoi l'obligation avoir une SA au-dessus d'une SAS? On peut pas faire un produit et une SECV ne marche pas aussi? Non, mais non, Société Alors, Civile Construction Vente, non, ça marche pas. Non. mais Ok. tu peux avoir aussi une SAS qui émet des obligations, qui crée des SAS pour acheter les biens immobiliers. Mais pour plein de raisons, c'est plus simple de le faire avec une SA qu'avec une SAS. Enfin, en tout cas, ça dépend du projet aussi. C'est là où on fait du sur-mesure. Mais grosso modo, il faut le voir avec une SA qui va acheter des SAS. Donc, tu as une SAS par bien et une seule SA qui émet les obligations en haut. Comme une holding, finalement. Ouais, donc déjà, il faut mettre 37 000 de capital minimum. Donc, il faut Exactement. quand même... non, mais pour moi, ouais, il faut quand même... Non, parce que du coup, non, mais c'est intéressant. Parce que là, les clients que vous avez, ils ont déjà des communautés, j'imagine. Des grosses communautés? Ouais, c'est des clients qui ont déjà des communautés parce qu'ils font de l'investissement immobilier clairement, comme je disais tout à l'heure. Mais on a aussi un exemple d'un client qui a pas de communauté, qui avait pas de communauté, Ouais. et qui a d'abord évidemment commencé par créer sa communauté avant de mettre en place toute la plateforme, et qui a démarré from scratch et qui est en train de collecter là sur un projet, c'est Harmonium qui s'appelle le Chalet Rouge, qui a un objectif de collecte qui est assez élevé, qui est de 800 000 € sur leur première collecte, et qui arrive parce que ils ont une bonne capacité à convertir leurs clients et à faire de l'acquisition. Ils arrivent à aller collecter, je suis pas les chiffres actuellement, mais je crois qu'ils sont à plus de 20% collectés là, en pas beaucoup de temps pour un premier projet, pour une boîte qui avait pas de communauté, c'est assez joli. Et il faut savoir aussi que, en fait, nous, on est rentré dans l'inside de toutes ces plateformes-là parce que notre positionnement aussi, c'est de se dire, nous, on sait pas trop faire du consumer, donc on essaie d'apprendre avec eux de la manière dont eux arrivent à fédérer une communauté et à convaincre leurs investisseurs de mettre de l'argent sur leur plateforme. Et on se rend compte qu'il y a sur certaines plateformes, il y a une partie des collectes qui sont réalisées à travers des CGP, donc des conseillers en gestion de patrimoine, qui vont investir de l'argent pour le compte de leurs clients. Donc il y a aussi... Il faut pas penser que dans une collecte, il y a uniquement des petits porteurs qui mettent 50 €. En effet, il y a une partie de petits porteurs qui vont mettre des tout petits tickets, mais après, il y a aussi une partie de CGP qui sont des professionnels, donc avec qui tu crées des relations de long terme et qui sont aussi des relations récurrentes, dans lesquelles tu as une certaine redondance des investissements. Et tu as une troisième partie qui sont des porteurs. Nous, ça nous est arrivé de voir des personnes qui passaient en self sur la plateforme, donc sans être accompagné, sans avoir eu d'échange avec qui que ce soit, avec aucun sales, aucun support, et qui mettent 70 000 € sur un projet. Et t'en as deux ou trois. T'en as 2 ou 3 par projet, et t'as des personnes elles font un virement sur leur compte associé à la plateforme, et elles mettent 70 000 €, 20 000 €, 30 000 €, 50 000 € en one shot, et elles viennent compléter le projet, et en 3 minutes tu viens finir ton projet, quoi. Non, mais tu vois, je me demande, en fait, c'est la question que je me pose, c'est, je vois l'intérêt parce que nous, on travaille avec les clients dont tu parles, on travaille avec des clients particuliers, mais c'est le volume, c'est-à-dire que il faut, je pense, à un moment donné, que tu sois un peu plus assis que de 2 ou 3 ou 4 départements. Il faut quand même, peut-être à tort, mais il faut quand même, soit tu as une volonté un petit peu de t'étaler. Et là, je pense qu'il y a du sens. Mais monter toute l'infra et le juridique, c'était mes freins, hein, moi. Clairement, c'était Je mes me rappelle freins. très bien. Je pense qu'en fait, tu peux pas. Je pense que tu peux pas, comment dire, avoir la boîte du coup. Quoi. Après, je me range un peu dans ça aujourd'hui, mais tu peux pas avoir le petit acteur. À mon avis, il te faut des moyens qui veulent passer gros et des gros. À mon sens. C'est un peu ça, puisque en fait, le but d'avoir une plateforme là, c'est aussi cette plateforme là, c'est
c'est d'avoir une sorte de relais de croissance. Donc, en effet, c'est des boîtes qui atteignent déjà un certain plafond de croissance sur leur activité principale, qui se disent, bon, bah, ok, aujourd'hui, je suis un peu plafonné, pour plein de raisons. Soit parce que, en effet, je suis sur 3 ou 4 départements et je connais la complexité que c'est d'ouvrir un département supplémentaire et je suis pas sûr d'avoir l'équipe en interne suffisante, ou en tout cas, le coût est trop élevé le risque-reward est trop élevé. Et du coup, ils se disent, bon, bah, ok, sur les 3-4 départements, je vais être capable de faire assez de volume pour réengager ma communauté déjà existante. Et là, ça fait sens. Et j'ai un relais de croissance où je vais aller chercher 8 millions supplémentaires par an de CA. C'est le cas principal. Après, oui, en effet, 100% des clients avec qui on bosse ont un service de chasse IMO qui s'étale sur plusieurs localisations. Parce Après, que moi, je pense franchement qu'il y a un intérêt que Green Living un jour ait ce type de service. Je sais pas quand, comment, ça c'est sûr. Parce que je pense que ça amène du service supplémentaire quand tu crées ta communauté. Et on l'a très bien dit tout à l'heure. C'est qu'en fait, quand tu as convaincu des gens de te faire confiance, que tu travailles sur moi j'appelle ça l'hospitality, c'est-à-dire le serviciel. C'est-à-dire que moi je pense que l'immobilier de demain, que tu fasses du locatif, du local commercial ou de la formation, tu dois avoir un niveau de service, tu dois être serviciel. Voilà, peu importe. Donc Pécule rentre dans ce schéma-là. Et je pense que ça va commencer, même des petits acteurs, dans un temps peut-être un peu lointain, mais auront ce type de service. J'en suis convaincu, même sur une zone. Pourquoi ? Parce que là, aujourd'hui, c'est le début. J'ai une question toute bête à te poser. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de sourcer un projet pour un client, d'être persuadé que le projet est rentable, etc., de le présenter à ton client et que ton client dise bah non, en fait, pour plein de raisons, soit j'ai pas eu... Bah, voilà. Bah, typiquement, ce projet-là qui avait coché toutes les cases, bah, ça rien de t'empêcher de dire bon bah ok, monsieur X, parce que pour des raisons personnelles, j'imagine qu'il y a plein de raisons qui font capoter ce genre de projet. Il a pas eu son financement, il a une croyance forte qui dit qu'il faut pas qu'il y ait de place de parking en bas, ou je ne sais pas, enfin plein de choses. Toi, en tant que professionnel de l'immobilier qui met pas d'émotionnel dans le projet, tu te dis non mais en fait il se trompe, il a un frein psychologique qui fait qu'il choisit pas ce projet. Par contre, ce projet il est rentable. En fait, tu pourrais très bien le référencer sur une plateforme et dire, t'as pas besoin d'avoir 3 ou 4 000 personnes. Tu peux dire, bon, bah, le ticket minimum, il est à 1000, 1005 ou 2000 euros. Et dire, bon, bah, voilà, je l'envoie aux 100 personnes avec qui j'ai déjà bossé. Je sais pas, vous avez fait combien de projets avec Green Living? Je sais pas si une tu trentaine. discloses, mais voilà, une trentaine de projets. Donc, on a accompagné une cinquantaine de personnes de près ou de loin dans l'immobilier. Voilà, c'est ce qu'on a fait. Voilà. Bah, ces 50 personnes-là, tu vois, tu pourrais très bien toutes les référencer sur une seule et même plateforme, avec un ticket minimum à 2000 ou à 5000 euros selon la taille de tes projets, et balancer des projets qui ont capoté, que tu as déjà sourcé, tu as passé du temps à sourcer le projet, mais il a capoté pour un facteur exogène que tu maîtrisais pas, et donc tu dis, bon, bah, je vais le proposer à cette communauté-là. Et en fait, soit tu collectes et tu mènes à bien le projet, soit tu collectes pas, et c'est pas grave, tu rembourses tout le monde. Nous, ça se fait en un clic sur la plateforme. Par contre, oui, c'est sûr que si jamais tu fais 4 projets par an et que les 4 projets t'arrives pas à collecter, bon bah c'est un peu dommage parce que le coût de la mise en place et de l'abonnement, il n'est pas rentabilisé. Mais tu passes pour un naze en plus. Ouais, bah, et en plus tu passes pour un naze, mais bon ça, si tu te soucies de ça, après c'est sûr que c'est compliqué. Mais c'est important. Je veux dire, tu as travaillé toute ta communauté. Si tu te loupes sur moi, franchement, je suis convaincu, les premières opérations sont les plus importantes. Nous, c'est ce qui s'est passé. Ça, c'est sûr. Voilà, donc, voilà. J'ai l'impression que ce podcast se transforme en closing. C'est ce que j'allais dire. Non, mais c'est intéressant parce qu'il faut que les gens ils comprennent comment Pécule fonctionne, le futur de l'immobilier. Alors, ça passe par des boîtes comme nous, parce que les particuliers sont aussi touchés. C'est notre audience sur le grenier. Et il faut aussi que nous, on s'y intéresse, on s'en cache pas. On a déjà discuté plusieurs fois. En plus, j'ai de la bonne sympathie pour toi. Donc, ça n'empêche pas de voir les évolutions de chacun. Mais ça n'empêche qu'il y a un timing. Le nôtre est pas pour le moment, mais... c'est pas exclu qu'il le soit un autre jour, et d'ailleurs ça l'est heureusement pour d'autres qui se soucient de ça. Et je pense que, à mon sens, si les choses évoluent politiquement, juridiquement, techniquement dans ce sens, je pense que le monde de l'immobilier locatif au sens large, c'est-à-dire le neuf, l'ancien, le Malraux, le monument historique, ces gens-là auront ce type de prestations, à mon sens, sans parler des autres actifs. Alors, c'est ça. En tout cas, c'est ce que je pense.
ce qu'il faut aussi prendre en compte, et nous c'est un peu notre vision, c'est de se dire que si le marché se développe et qu'on réussit notre travail d'acculturation sur tous ces trucs-là, en fait c'est plus le marché de l'investissement locatif, c'est le marché global de l'investissement tout court, que ce soit dans des voitures de collection, que ce soit dans des bouteilles de vin, Ah, bien dans sûr, des forêts, bien dans des sûr. montres. Et donc, dans ces cas-là, tu vas pouvoir, si tu arrives à tout globaliser sur, par exemple, une plateforme de marché secondaire, ou à tout globaliser même sur une plateforme de marché primaire, il y a des boîtes qui se sont créées sur ce modèle-là. Je pense à Convi, Ouais. qui en fait, elles Ok. se positionnent en prestataire. Elles vont travailler avec des mecs qui sont spécialisés dans le rhum, des mecs qui sont spécialisés dans le vin, des mecs qui sont spécialisés dans la montre de luxe. Et elle permet juste d'avoir des flux de financement pour ces boîtes-là. Et l'argent, du coup, transite d'un investisseur, un mec qui est spécialisé dans les montres à la base, qui a une passion pour les montres. Il se retrouve à injecter de l'argent potentiellement sur une plateforme qui peut aussi lui proposer d'injecter de l'argent à partir de 1000 balles dans de l'immobilier, dans de la forêt, dans de la chaussure. Donc ça fait que va y avoir un afflux aussi de liquidités sur ces marchés-là qui risque d'être énorme à terme. Parce que tu globalises le Parce que marché là, de vous avez pris. l'investissement de la montre. Ouais. Bon. Non, 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 mais pardon, je t'ai coupé, mais en gros, est-ce que vous avez prévu de lever? Vous en êtes où là par rapport à Pécule là? Donc nous on a eu comme je te disais, on a eu un parcours rocambolesque parce qu'on a commencé en B2C. À l'époque, moi j'étais encore étudiant, donc c'était pas clair. On a fait plein de chemins différents. Et donc là, on avait commencé à lever des fonds. Ensuite, on a interrompu le process quand on est passé de B2C à B2B. Et là, on commence à reprendre des discussions avec des BA. Mais pour être tout à fait honnête, nous aujourd'hui on a la chance d'être rentable parce qu'on est tout petit, et en fait c'est une fausse rentabilité parce que on fait beaucoup plus que ce qu'on devrait faire chacun en termes d'unité humaine et d'énergie. Donc on est rentable mais on n'est pas assez pour le travail qu'on délivre, mais on voudra faire rentrer des investisseurs que sous condition que ce soit hyper pertinent, que ce soit des investisseurs qui viennent du monde de l'immobilier potentiellement, qui vont nous ouvrir des portes dans des boîtes un Ouais, peu plus institutionnelles, parce que c'est ça aussi dont on a besoin. ouais, Aujourd'hui, nous, on marche très bien avec des PropTech, avec des startups, mais on n'arrive pas à avoir de foncière très classique, on n'arrive pas à avoir de SCPI qui se dit bon bah ok, oui, ça vaut le coup d'aller intégrer des innovations technologiques chez nous. Et ça, donc c'est pour ça que si on ouvre le capital, ce sera plus une volonté de faire rentrer des humains plutôt que que des fonds dans la boîte, quoi. Quand je dis des fonds, je parle ouais, de liquidité pure et dure, quoi. ouais, des connexions, c'est ce qui est important. Exactement, ouais. Bon, de toute façon, on arrive un petit peu au terme, Gauthier. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai oublié d'évoquer, de changer, de parler là sur Pécule, sur Gauthier Non, on je a parlé crois du pas. marché, on a parlé Comme un je peu t'ai de dit, tout. je suis pas très bon dans ce genre d'exercice. Je pense que ça a été assez Ouais, technique, et si les gens sont encore là, ouais, c'est que vraiment ils sont accrochés. Mais ouais, non, mais tu as entièrement raison. Pour être transparent, c'est sûr que c'est un podcast technique, mais il le sera moins dans quelques années. Et en fait, il faut mettre des jalons, mettre des points de repère. Et je pense que voilà, c'est pour ça aussi que je voulais te voir, parce que je voulais savoir où t'en étais et puis discuter immobilier autant que ce soit filmé et on se parle comme si on était en face à face. Donc ouais, non, carrément. ça va permettre de voir l'évolution de Pécule. Et il y en a eu. Et ceux qui croient que d'entreprendre, ou en tout cas d'être à son compte, ce n'est juste j'ai une idée, je l'exécute, je la mets, ça s'arrête là. Attendez, la preuve vivante, c'est qu'en fait, tu itères, tu recules, et surtout sur des innovations de rupture, si on peut appeler ça comme ça, mais qui est la blockchain, les smart contracts, le fractionné, qui sont sur une échelle temps de l'investissement qui est une goutte d'eau, une poussière, mais Hmm. qui, à mon sens, vont donner de nouveaux cas d'usage dans les années futures. Donc, c'est pour ça qu'il y avait toute sa place sur le grenier, Ouais, tout simplement. carrément. Bah écoute, trop cool. Je te laisse regarder du coup si chez Green Living tu veux qu'on implémente la solution. Je te laisse poser. À chaque fois que tu as un projet qui capote, mets-le dans un Excel et tu verras à la fin si tu arrives à être rentable ou pas sur Non, notre mais abonnement. on va rediscuter, Gauthier, parce que bon, nous, il y a beaucoup de choses qui bougent chez Green Living. Il y a eu pas mal de développements cette année. Trop Mais bien. non, mais moi, je suis pas fermé, loin de là. Je parle juste de timing, de cycle et c'est tout. Mais je suis pas fermé à rien d'ailleurs. Non Bon, en mais tout carrément, je cas, rigole. toi, tu es plus LinkedIn, plus on peut plus te trouver là. S'il y a quelqu'un qui veut échanger avec Ouais, toi, carrément sur un LinkedIn. pro, un perso. Ouais, carrément sur LinkedIn, je réponds à tout le monde, surtout. Donc ouais.
Disponible. Bon, super. Bon, en tout cas, j'espère que l'épisode vous a plu. Oui, il est technique. Si vous voulez des précisions, allez voir Gauthier. Il simplifiera le discours, en tout cas, avec vous en direct. Moi, ça a été un plaisir de te recevoir, encore une fois. Et je vous dis à tout le monde, à très vite. Ciao, ciao. Yes, ciao, ciao. C'est la fin de l'épisode. J'espère que cela vous a plu. Mais on va pas se quitter comme ça. Et il existe 3 moyens pour continuer ensemble. Premièrement, me faire des retours. Je réponds à tout. Deuxièmement, la newsletter. On parle d'actualité sur l'immobilier, les différentes stratégies immobilières, mais on partage aussi nos dernières opportunités ou tout simplement découvrir l'avancée de notre aventure chez Green Living. Ou sinon, la troisième, c'est de pouvoir bosser, travailler avec nous. Et là, on a 2 formats, l'accompagnement et le clé en main. Donc je vous dis à très vite. Ciao.